Bonjour tout le monde. J'ai fait un article dans Le Devoir, mais j'ai parlé à beaucoup de monde. C'est un sujet que je trouve absolument fascinant, à la fois parce qu'il questionne les manières de faire le livre traditionnel et puisqu'il permettra peut-être d'accéder, vous le savez, c'est le but, à de nouveaux lecteurs. On prône depuis déjà quelques années, en fait, cette accessibilité pour le livre. On veut l'accueillir, le travailler et chercher à rejoindre les lecteurs marginalisés. Le livre numérique accessible propose en effet des outils qui peuvent aider les lecteurs entravés, les aider dans l'apprentissage de la lecture aussi, avec ces fonctionnalités que vous connaissez déjà. On peut augmenter les contrastes, changer les polices de caractère, avoir la synthèse vocale et rejoindre aussi peut-être une bonne part de la population vieillissante qui va éventuellement avoir des problèmes de vision. J'en suis. On va probablement en avoir besoin. J'ai avec moi ici 4 acteurs qui travaillent le livre accessible depuis un bon bout de temps. On va jaser avec eux. Je vous les présente tout de suite. Chloé Barry, qui est directrice générale de Bibliopresto, qui a travaillé beaucoup en bibliothèque aussi, et qui est rendue chez Bibliopresto à gérer Biblius, le système de prêt numérique pour le scolaire, pour le milieu scolaire. C'est Oui, bien exactement. ça? Chloé, j'aimerais ça, pour entendre ta voix, que tu nous parles de manière bien concise de ton premier contact avec un livre accessible, soit avec l'idée du livre accessible ou avec... Une expérience, une vraie expérience. Vas-y. J'étais au cégep, il y avait une lecture obligatoire qui était Les Petits Chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras, et c'était pendant une période de grand froid de février. Puis le livre commence avec La chaleur était torride. La chaleur était torride, ça revient 8 fois par page. Et à chaque fois que je commençais à le lire, je m'endormais parce qu'il faisait froid dehors puis que la chaleur était torride dans le livre. Et j'y arrivais pas. Et je travaillais en bibliothèque comme commis et j'ai fini par emprunter la version audio. Et là, j'ai réussi à passer au travers de Duras. Et ça a été même... C'est passé de Duras, j'y arriverai jamais, à mon Dieu, mais j'adore Duras. Il faut dire que c'était lu par Catherine Deneuve. Ah, quand Voilà. même. Donc, Et je ne peux m'empêcher de faire un aparté. Je pense que c'est dans ce livre où il passe la moitié du roman à boire du Campari 7-Up. Exactement. Après ça, j'ai malheureusement fait, en tout cas, des excès de Campari Soda, oui. Nous sommes deux, Chloé. Nous sommes deux. C'est la faute à Marguerite. Exact. Nicolas Tross est arrivé ici en 2003 de la France. Il a été directeur de l'Association des illustrateurs. Des illustrations qui posent beaucoup de défis quand on s'en va dans le livre numérique accessible. Depuis 2015, il est aux éditions des 400 coups et il travaille à mettre en place un programme d'accessibilité pour adapter des albums jeunesse à plein de nouveaux formats. Oui, on essaye. Il y a le Frog que je ne connais pas, dont tu vas nous parler rapidement tantôt, le hip-hop, les audiolivres, la langue des signes. Nicolas, ton rapport direct, toi, avec le livre accessible? La première fois, c'était avec mon garçon. Quand il est rentré au secondaire, il a utilisé la synthèse vocale pour les livres obligatoires. Mais à l'époque, pour moi, je ne savais pas encore que c'était le livre accessible. C'était juste une synthèse vocale pour l'aider. Puis on s'entend à l'époque, comme maintenant, c'était pas très beau. En quoi? Oh, très mécanique comme voix. Finalement, c'est moi qui lui ai lu le livre pour que ce soit plus intéressant, puis pour qu'il décroche pas, parce que même moi, je décrochais. Donc, même avec l'outil, c'était pas nécessairement la meilleure expérience de lecture ou d'écoute de lecture? Ah, pas du tout. C'était vraiment horrible. C'est la synthèse vocale style Word qu'on peut utiliser, qui respecte aucune intonation puis qui est monocorde. Merci, Nicolas. Mélanie Dumas, directrice de la collection de la Grande Bibliothèque. Bonjour. Le développement de la collection du Service québécois du livre adapté est sous ta responsabilité aussi, si je ne m'abuse. Tu participes à beaucoup d'initiatives pour améliorer l'accès aux livres, l'accès aux bibliothèques, travailler l'accessibilité des lieux autant que de l'objet livre aussi. En quelques instants, Mélanie, peux-tu nous rappeler c'est quoi le Service québécois du livre adapté à BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec? Donc, BANQ a le mandat d'offrir les services du Service québécois du livre adapté pour rendre accessible sur tout le territoire québécois des documents accessibles, donc en format DAISY, en format braille. Donc, plus particulièrement pour les malvoyants. Exactement, pour toute la population qui a une déficience visuelle ou perceptuelle.
Rappelle-moi, vous avez combien de documents présentement au service? C'est 12 000, si ma mémoire est bonne? On a environ près de 15 000 livres en braille, puis probablement autour de 35 000 livres en format DAISY. On a aussi des livres en gros caractères, on a aussi des livres audio. Bon, il y a toutes sortes d'autres documents qui ont des caractéristiques d'accessibilité, mais c'est ça. Donc, c'est un ensemble de services aussi, des services téléphoniques pour la clientèle aussi, pour les accompagner puis les aider à repérer des documents. On a aussi un service de livraison partout dans le Québec. Parce qu'on va y arriver très bientôt. Quand on parle d'accessibilité, on parle de toute la chaîne du livre aussi. Ce n'est pas seulement faire un livre numérique accessible, encore faut-il qu'il se rende. Ce à quoi tu peux contribuer. Jean-Benoît Dumais a la plus courte biographie de mes panélistes. Il est directeur général chez Les Libraires. Ton premier contact avec le livre accessible, Jean-Benoît, t'en souviens-tu? Je vais compléter la biographie. Vas-y. Il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai travaillé chez Demarque, donc c'est fou à dire, mais mon premier contact était professionnel en tombant dans la marmite là, du livre numérique chez Demarque. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, en étant au service des libraires qui ont pignon sur rue dans le livre papier, là, ça amène une autre perspective d'avoir maîtrisé ce bout-là de la chaîne. Pour répondre aux besoins de ces lecteurs entravés, pour réussir à les atteindre, on était auparavant dans un système de demande, entre autres au service du livre adapté. C'est-à-dire que le lecteur entravé arrivait et disait, voilà, je veux ce livre, j'ai besoin de ce manuel scolaire pour apprendre, adaptez-moi-le, selon des besoins spécifiques, que ce soit en braille, que ce soit en synthèse vocale, que ce soit pour répondre aux troubles 10, dyslexie, dysgraphie. Là, ce qu'on vise avec la nouvelle pensée, où on essaye d'imaginer dans pas trop longtemps une rentrée littéraire qui serait complètement accessible. On a peut-être encore quelques années devant nous avant d'aller dans ça, excusez-moi. On passe d'un système de demande à un système d'offres. Il faut offrir ces livres-là dès le départ. Qu'est-ce que ça change? Mais ça change énormément parce que ça veut dire que quand on est dans la demande, ça veut dire que la personne se rend jusqu'au moment où elle se rend compte qu'elle est plus capable ou qu'elle est juste incapable d'accéder ou que ses aidants, qu'importe, disent là, c'est plus possible. Et c'est humain, on se rend loin avant de se dire je suis plus capable, j'ai besoin d'aide. Oui. Alors que s'il y a une offre, ça veut dire qu'on est vraiment dans l'universel, dans le terme accessibilité universelle, c'est-à-dire que même quelqu'un qui va juste dire je suis un peu fatigué ou là ça devient lassant, peut l'essayer. Oui. Peut tâter les différentes formes aussi, puis dire ça me convient, ça m'aide. Ça m'aide peut-être pas tout le temps. Des fois, je peux me débrouiller avec autre chose. Il y a d'autres fois où il faut vraiment que j'ai ce niveau d'accessibilité. Donc là, on est vraiment... C'est ça, on rejoint vraiment beaucoup plus facilement l'universalité de l'accessibilité. De toute façon, c'est le principe de l'accessibilité universelle. C'est comme l'idée de la rampe qui est essentielle si on est à mobilité réduite, qui est super pratique si on a une poussette. Ouais. Donc, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'un enfant peut juste être un peu fatigué de lire ou un étudiant peut être vraiment lassé de lire des articles scientifiques puis se dire, celui-là, franchement, si on me le lisait... ça ferait du bien aujourd'hui. Ça aiderait oui. À comprendre. Oui. Même si j'ai une légère dyslexie, je suis capable de lire, mais là, donc, et on parlait des populations vieillissantes. J'ai travaillé aussi au SQLA à BANQ, et un des enjeux qu'on voyait, c'est que les personnes vieillissantes pensaient qu'il fallait, je vais le dire comme ça, fallait attendre qu'elles soient aveugles pour y avoir droit au SQLA, puis il y avait un gros effort à faire pour dire... Non, vous savez, si vous êtes en large perte de vision, votre médecin vous fait un papier, vous avez accès au SQLA, mais les gens disent, non, je ne suis pas aveugle. Non, mais vous n'avez plus accès à l'écrit, donc de ne pas se rendre jusqu'au moment où le handicap est vraiment bloquant, mais de se rendre compte qu'il y a une progression, puis qu'on peut essayer des formats, puis y avoir accès. J'ai vu que tu allais parler. J'allais dire, je trouve que ça traduit aussi une question d'engagement comme société. Si on passe d'un système à la demande à une offre, c'est que
à la faveur aussi des fonds qui ont été mis de l'avant par notamment le Fonds du livre et puis toute la démarche au fédéral, c'est qu'on s'engage. C'est une question d'engagement à l'accessibilité. C'est une démarche dans laquelle on avance puis qui n'est jamais terminée non plus, mais je trouve que ça dit quelque chose de la société par rapport aux gens qui ont des limitations. Comment vous la travaillez au libraire? Nous, c'est venu dans les fonds qui ont été annoncés il y a 5 ans. On engageait une refonte complète du site. Et on va sûrement en parler aujourd'hui. C'est une responsabilité partagée là, dans la chaîne du livre de rendre le livre jusqu'à la mise à disponibilité pour les lecteurs. Mais évidemment, même si les éditeurs font leur job, si les entrepôts font leur job, si à la fin, le livre n'est pas facilement découvrable sur le site, la découvrabilité va être nulle, effectivement. Et donc, nous, on s'est engagé dans une démarche et ça touche à tout, là, refaire le site en fonction de ces besoins-là. On touche évidemment, on parlait de contraste tout à l'heure, donc la charte graphique, mais c'est aussi une question de navigation, de recherche. Et tout est une question d'équilibre parce qu'on veut pouvoir répondre à ces besoins-là, mais on continue d'avoir un site qui s'adresse au public en général. On veut avoir une rédaction qui est conviviale, mais il faut être excessivement technique quand on parle des critères d'accessibilité. On veut une expérience utilisateur qui fait le pont entre toutes ces clientèles-là. Mais je peux vous dire qu'au final, ça a été une démarche assez passionnante et qui nous a tirés vers le haut. Et aujourd'hui, on reçoit même des courriels de clients, de lecteurs qui n'ont pas nécessairement ces limitations-là, qui ont dit, mon Dieu, toute la navigation a été revue, puis on en jouit aussi. Donc, que ça devienne plus facile pour tout le monde, en quelque sorte, aussi, par la bande. Nicolas, vous essayez toutes sortes de choses, si j'ai bien compris, aux 400 coups. Oui, on essaye. Parle-nous-en. Parle-nous de ce que vous essayez et pourquoi vous allez justement dans des tests comme ça, différents formats, différents trucs. Mais au départ, en fait, c'est vraiment des gens de l'extérieur, des partenaires extérieurs qui sont venus nous approcher pour nous demander l'autorisation d'utiliser nos livres pour, admettons, faire des livres en ASQ avec l'école Gadebois. On a trouvé ça intéressant, on a regardé comment ils faisaient ça, puis on s'est dit, c'est un milieu qu'on connaît. En tout cas, personnellement, moi, je le connais et on trouvait ça intéressant de les rendre accessibles. Ils sont venus nous voir. On a dit, on continue l'aventure avec vous. On va aller chercher des fonds pour pouvoir faire d'autres vidéos en langue des signes québécoise. Donc, pour ça, c'était vraiment un partenaire extérieur qui est venu nous chercher, puis on a embarqué. Puis après ça, on s'est posé la question. Là, on rejoint une certaine clientèle. Comment on peut adapter nos ouvrages auprès de d'autres clientèles? Puis à chaque fois, on voit les limites auxquelles on est confronté. Comme dans l'audio, par exemple, les fonds publics nous ont permis de tester l'audio, d'en faire, mais on s'aperçoit que la limitation, c'est on fait de l'album jeunesse avec des images, comment on transpose cette image-là en audio, est-ce qu'on la décrit, est-ce qu'on y va avec des effets sonores, est-ce qu'on rajoute du texte. Donc, on est encore dans l'essai-erreur pour l'instant, puis aussi toujours en se questionnant comment, effectivement, on peut rejoindre la clientèle, donc rendre accessible jusqu'au bout, mais également comment rentabiliser cet effort-là. Parce que, veut pas, on est une entreprise privée, on a des employés à payer, il faut aussi survivre là-dedans, puis il faut aussi, quelque part, respecter l'ouvrage. Il y a certains ouvrages qui ne seront pas accessibles en audio parce que ça ne fonctionnera pas du point de vue de comment il a été bâti, etc. Donc, il y a toute cette notion-là de tout ne sera pas accessible, en fait, non plus. Tu as parlé de rentabilité, aspect trivial et capitaliste. Est-ce que c'est possible, est-ce que ce sera possible à moyen terme de faire un petit peu de sous avec le livre accessible ou du moins de rentrer dans ses frais? Je pose aussi la question à Chloé et Mélanie parce que ce sont des livres qu'on retrouve beaucoup en bibliothèque et si on se fie à la spécificité québécoise du livre numérique, le livre numérique ici, vous le savez, il est emprunté, il est très peu acheté. À quoi on peut s'attendre alors avec un livre accessible numérique? Est-ce qu'on veut que ce soit rentable? C'est une bonne question. Est-ce que c'est le livre complètement accessible? Le livre complètement accessible avec vraiment des hauts niveaux d'accessibilité, il peut pas, il ne doit pas, je pense, éthiquement être rentable ou faire de l'argent avec, parce que là, on parle vraiment d'une collection spécialisée pour des gens empêchés. Après, des formats
qui ont un certain niveau d'accessibilité. Le livre audio, par exemple, il est rentable à la vente en Amérique du Nord, on le sait. Et oui, on a l'exception québécoise de beaucoup d'emprunts. Nicolas hoche la tête. Je parlais du livre anglophone. Jean-Benoît a peut-être des anglophone chiffres audio. aussi là-dessus. Ok, anglophone. On s'entend, oui. Anglophone, audio, marché anglo-saxon. Oui, je ne parle pas du Québec du tout. Non, je ne parle pas du Québec. Mais à ce moment-là, le livre audio, il rejoint un beaucoup plus grand public. Et là, dans la mesure où, dans les bibliothèques, merci Loi du livre et Chaîne du livre et tout, on paie le juste prix, ça devient aussi rentable théoriquement qu'un livre papier. Oui. Oui. Mélanie? Bien, moi, je dirais que d'un point de vue de bibliothèque qui offre des services à une clientèle qui a une déficience visuelle, là, les frais pour produire des documents accessibles à partir d'un document imprimé sont très, 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 très élevés. On dit qu'avant la production du EPUB 3, selon les sources, là, on était entre 7 et 10 des publications qui étaient accessibles. Donc, ça veut dire que 90 des titres publiés n'existaient pas en version accessible. Donc, si j'ai une déficience visuelle, je n'ai pas accès à 90 de la littérature. C'est quand même quelque chose, là, ces chiffres-là. Donc, le fait qu'on produise des documents accessibles dès la publication, c'est certain que ça nous donne un bon pas d'avance là, quand on veut produire des documents accessibles. Donc, d'acheter un livre en EPUB 3 puis d'en faire une version en braille ou en DAISY pour répondre aux besoins de certaines clientèles, on le fait à moindre coût, puis ça nous permet d'offrir un plus grand nombre de titres à terme aussi. Donc, il y a une question d'équité par rapport au nombre de publications disponibles dont il faut tenir compte. Puis, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas une accessibilité. L'accessibilité ne dépend pas forcément uniquement du format du document. Bien sûr, le document a des fonctions d'accessibilité, mais l'accessibilité d'un document dépend des besoins de la personne qui va l'utiliser. Mais là, il ne faut pas oublier quand même que ce qui vient brouiller la donne dans cette pensée-là, c'est la loi en France qui demande un certain nombre d'accessibilités à partir de 25 juin, si ma mémoire est bonne, vérifiez avant de répéter ça, et où là, il y a un format précis et des normes d'accessibilité minimales qui vont être demandées pour pouvoir vendre du livre numérique en France. Donc, pour l'instant, au Québec, on a plus de latitude, sauf si on vise le marché français également. Je comprends bien? Jean-Benoît fait de grands signes de tête? Oui? Parfait. Jean-Benoît, est-ce que sur les libraires, vous arrivez à savoir si les gens cherchent l'accessibilité? Avec tes données, est-ce que tu vois s'il y a des gens qui ont commencé à acheter des livres pour des outils précis, ou pour des outils précis, ou si c'est encore dans un grand tout avec le livre numérique? C'est encore dans un grand tout, mais c'est parce qu'on on sort de cette refonte dont je vous parlais. Le nouveau site a été lancé à la fin du printemps. Et il y avait une autre réalité, c'est quand on a été prêt, quand on a été sur la ligne de départ, il n'y avait encore pas énormément de livres pour lesquels les métadonnées d'accessibilité avaient été documentées. Il y a deux marques, évidemment, que vous connaissez, qui ont conçu un outil pour notamment aider à accélérer l'automatisation puis l'extraction de ces métadonnées d'accessibilité en passant l'analyse du livre et en inférant certains critères également, ce qui fait qu'on est passé rapidement là, de 4 000 à 45 000 livres accessibles là, qui sont documentés sur le site. C'est un très gros bond. C'est un très gros bond. Puis, comme je le disais tout à l'heure, si on veut les trouver, il faut qu'on ait cette donnée-là qui soit accessible rapidement, parce que c'est l'équivalent, on se comprend, c'est l'équivalent de la classification là, sur les rayons des librairies ou des bibliothèques. Là. Si on ne trouve pas... Ça, c'est qu'en fait, il y avait des livres qui avaient des outils d'accessibilité, mais c'était juste pas affiché. Personne ne le sait. Donc, personne ne pouvait les chercher si personne... C'est la découvrabilité aussi. Puis, effectivement, dans la foulée du développement sur l'affichage des métadonnées, ça va apparaître aussi, nous, dans les plateformes Biblius puis dans Prêt numérique. Mais la question qu'on s'est posée, c'est ça, c'était de se dire, bien, on ne va pas montrer ces métadonnées-là si elles sont lacunaires. C'est-à-dire, s'il y a de l'accessibilité dans le document, mais que la métadonnée ne le dit pas, ben on ne le trouvera pas, on ne sait pas, c'est difficile de l'utiliser. Ou il faut vraiment savoir ce qu'on cherche, puis être un peu pugnace, si je comprends bien. C'est ça. Ceci dit, dans Biblius,
qui est quand même dans un environnement plus contrôlé. Évidemment, c'est un service pour les écoles et donc c'est les professeurs, c'est les professionnels, les orthopédagogues, les psychoéducateurs, etc., qui vont aller chercher des livres pour les assigner aux élèves. Donc, c'est pas l'élève, l'élève peut chercher, mais c'est majoritairement à l'inverse comme démarche. Là, on sait qu'il y a une très, très forte demande pour savoir c'est quoi l'accessibilité du livre que je vais assigner à cet élève-là parce qu'il a des besoins particuliers. Est-ce qu'avec Biblius, tu vois les fonctionnalités qui sont le plus utilisées par les Synthèse élèves? vocale. Synthèse vocale, définitivement? Largement, oui. Oui, OK. oui, parce que ça remplit vraiment plusieurs besoins particuliers et des besoins non particuliers, comme je disais, c'est-à-dire que ça peut être à la fois des enfants avec des dyslexies, dysorthographies, etc., des déficiences perceptuelles. Ça peut être aussi les tout petits de première année qui commencent à apprendre la lecture. Ça peut être aussi les classes de francisation. Donc, on est vraiment... On va dans une accessibilité qui est plus large que seulement celle liée à des besoins particuliers dans l'apprentissage. Je veux préciser simplement parce que j'ai compris ça hier, je ne le savais pas avant. Je suis allée visiter l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui travaille donc à faire des livres en braille à partir de demandes spécifiques. Et j'ai compris là qu'il y avait vraiment plusieurs lecteurs entravés qui avaient besoin de plusieurs transitions. Si on prend l'exemple d'un livre de mathématiques, en fait, il y a synthèse vocale pour le contenu, mais pour les graphiques, tu es obligé de passer par le braille. Et Janie, la directrice, me disait, pour les enfants, on retarde la synthèse vocale le plus possible parce qu'ils ont du mal à apprendre l'orthographe s'ils ne font qu'écouter. Et s'ils entendent bateau, ils vont pouvoir l'écrire B-A-T-O. Et donc, il y a souvent besoin d'avoir différentes accessibilités pour un seul lecteur. Ça, je n'avais pas compris ça. Nicolas, qu'est-ce qui marche le plus dans ce que vous avez essayé? Qu'est-ce qui marche le moins? Et pourquoi? Ça dépend toujours, c'est quoi le but, c'est clair. Mais ce qui marche le plus, ça va être le EPUB et les vidéos en LSQ. Ça, c'est sûr que oui, on a un résultat direct avec la clientèle. Dans le livre audio, on n'a pas vraiment de données. On voit les chiffres de vente. Puis les chiffres de vente, c'est uniquement les institutions qui nous achètent des livres. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de données. Puis, c'est plus difficile à adapter. Donc, on est conscient que l'adaptation est beaucoup plus difficile. Elle demande beaucoup plus de travail. Il faudrait quasiment revoir le livre dans sa conception dès le départ pour l'imaginer en fonction de ce format-là, par exemple. Tandis que le EPUB permet, par sa conception, d'offrir déjà plusieurs fonctionnalités de base. Donc, on sait qu'il répond à plusieurs demandes rapidement. Puis, l'avantage aussi, c'est que peu importe le lecteur, il n'est pas stigmatisé, il n'est pas identifié comme une problématique dans la classe. Tout le monde va avoir le même fichier EPUB, puis chacun va utiliser la fonctionnalité qui correspond à ses besoins. Puis dans ce cas-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant en termes d'accessibilité parce qu'on n'identifie pas l'enfant qui a une problématique. Donc, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc ça, il y a quelque chose d'intéressant. Par contre, dans l'album jeunesse, la problématique, c'est que le texte doit être associé à l'image. Donc, on ne peut pas trop moduler non plus comme un roman où un roman peut vraiment défaire la mise en page sans problème. Dans l'album jeunesse, ça ne peut pas se faire pour l'instant. Ou alors, il faudrait vraiment, encore une fois, réfléchir à l'EPUB au moment de la création de l'album. Donc ça, c'est revoir notre chaîne de production aussi. Puis pour l'instant, on n'est pas rendu là encore. Est-ce qu'on peut se mettre à réfléchir même à une littérature spécifique ou si ça reste une adaptation des livres déjà faits? Bien, je pense qu'on peut réfléchir. Il y a plusieurs éditeurs qui le font. Puis même, je veux dire, il y a Audible va faire juste des livres audio qui seront disponibles juste en audio. Il n'y aura pas de version papier. Donc, oui, ça se pourrait, mais il faudrait réfléchir à ce moment-là quel type d'ouvrage on veut faire pour quel type de clientèle. Donc, revoir encore une fois. Malheureusement, je dirais que pour l'instant, la plupart des éditeurs au Québec, on est des petits éditeurs, des petites structures. Donc, on aimerait peut-être réfléchir, mais on n'a pas le temps de le faire. Juste avant de commencer, quand on parlait dans le coin avec Nicolas, on disait que finalement, les éditeurs sont aussi entravés dans cette recherche de rejoindre le lecteur entravé parce que ça demande effectivement du temps,
de l'argent, du jus de ménage. Combien de temps à peu près faire une transition, faire un livre adapté à BANQ à partir du moment où c'est demandé? À partir du moment où on achète le livre imprimé pour en produire une version accessible, on parle de 3 mois, que ce soit du braille ou que ce soit du livre sonore, au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Exactement. En sachant aussi qu'il y a à travers ça, à l'Institut Nazareth, des urgences, m'a-t-on expliqué, comme des factures d'hydro, qui doivent parfois être transformées en braille puis qui prennent le dessus sur des demandes de livres, des examens, quand un prof a oublié de faire, d'adapter son examen. Donc, il y a une panoplie de besoins aussi qui ne touchent pas que le livre et la littérature, mais qui passent par les mêmes canaux, finalement. On a parlé déjà des illustrations, de la bande dessinée. Quels autres livres échappent à l'accessibilité? Mais des documents comme le roman graphique, par exemple, sont difficiles à produire en version accessible, c'est certain, là. Est-ce que vous vous en faites demander? C'est une excellente question. Parce qu'on se pose beaucoup la question ouais. sur les livres illustrés pour les enfants, sur les bandes dessinées. Est-ce que c'est un besoin ou on cherche vraiment à le faire justement pour que ça fasse partie de l'offre? Bien, je dirais que j'ai des collègues qui travaillent là, dans d'autres organismes, là, au roman graphique. Notre clientèle au SQLA, c'est principalement une clientèle qui a perdu la vie. Pas qui a perdu la vie. Je déparle. Pas encore, Mélanie, pas encore. Dans quelques années plus tard. C'est drôle de lapsus qui a perdu la vue en fin de vie. C'est comme de dire Institut Nazareth et Louis Braille. Là, c'est un exercice de diction ce matin. Difficile. Donc, des personnes qui perdent la vue plus tard dans la vie, ben forcément, c'est peut-être pas les plus grands lecteurs de romans graphiques. Là, nous, vraiment les romans les plus populaires, on parle de littérature, de romans historiques, beaucoup aussi de romans sentimentaux. Donc, il y a vraiment une catégorie de romans, là, disons, qui a une très grande popularité au SQLA, mais n'empêche que dans des clientèles qui naissent avec une déficience visuelle ou perceptuelle, bien, les besoins sont différents. Donc, les besoins sont vraiment différents. Puis, je pense qu'il faut en prendre compte là, selon le moment où on perd la vue, en fait. Jean-Benoît, est-ce qu'il faudra acheter le livre numérique accessible forcément par Internet? Est-ce que la question est, est-ce que dans les librairies, il y aura, par exemple... Un service libraire? Ou est-ce qu'on va être dans l'achat numérique systématique aussi? Ou est-ce qu'éventuellement, il pourrait y avoir un lien avec la librairie in situ? Mais je vais faire une parenthèse. Tantôt, on disait bon, les ventes sont plus timides que l'expérience du prêt en bibliothèque ou sur Biblius. Et ça a été beaucoup, dans notre cas, par le fait qu'on n'avait pas d'application native. Donc, on sait que sur le site, quand on l'achète, le fardeau est laissé majoritairement à l'utilisateur de télécharger l'application d'Adobe, par exemple, qui est un enfer. Et je suis heureux de vous dire qu'on va sortir de l'enfer d'ici le mois de mars. Nous aurons une application puis un lecteur web là, qui est l'équivalent de l'expérience qui est vécue là. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour ça parce que c'était très difficile. Tous les jours, on reçoit des courriels des gens qui disent « c'est donc bien compliqué ». Des gens qui voulaient acheter un livre numérique, mais qui avaient de la misère à avoir la bonne plateforme pour le lire. C'est quelque chose. Oui, on a des têtes qui hochent. Application native, puis les applications natives, ce sont beaucoup les géants là, du numérique qui l'offraient. Donc, pour moi, il y a un tournant qu'on va prendre cette année de notre côté avec la collaboration de Demarque. Et de là, je pense que l'expérience sera différente, mais ta question est intéressante parce qu'on parlait tantôt de clientèle un peu plus âgée. Oui. On a souvent nos libraires qui appellent, qui ont cette clientèle-là en magasin, qui ont acheté un livre numérique, qui ont frappé le problème. Donc, il y a effectivement... Est-ce que ce sera sous forme d'un appareil? On verra, parce que maintenir un parc d'appareils ou à la vente, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que les libraires ont un rôle à jouer là-dedans. Comme médiateurs, les gens vont les trouver et leur demandent ce support-là. Les bibliothèques, vous le jouez déjà, ce rôle-là. C'est essentiel, hein? Oui, bien, je pourrais faire du pouce aussi sur ce que tu disais pour les applications et les appareils. On parlait d'un éventail d'outils d'accessibilité. Oui. Donc, des niveaux d'accessibilité ou des différents types d'accessibilité. Puis, ça fait aussi en sorte que, effectivement, l'expérience accessible, chacun va aller chercher le bouquet ou les formules qu'il va préférer. Et ça se peut que ça devienne autre chose, une autre expérience. Quand on disait les images, c'est difficile à décrire. Par exemple, un tableau qui est mis en relief pour le braille,
essayer, c'est autre chose, c'est une autre expérience. Et pour revenir sur l'idée des plateformes et des appareils, oui, le poids est beaucoup sur le fichier de base pour qu'il soit vraiment accessibilisable. Mais ce qu'on a vu aussi depuis quelques années, c'est que les plateformes offrent des possibilités. La voix robotique dont tu parlais, elle est en train de disparaître. Il y a des voix de plus en plus naturelles qui sont soit liées au navigateur, soit liées à l'application, soit liées à l'appareil lui-même. Vous avez tous des cellulaires qui peuvent vous parler avec une voix pas si pire, finalement. Et vous pouvez l'utiliser pour lire quelque chose, un document qui ne serait pas accessible en partant. Et donc, cette offre de combinaison vient briser aussi l'isolation dans laquelle était l'accessibilité. C'est sûr qu'il y a toujours un moment dans les difficultés d'accès aux documents où on se rend jusqu'au braille ou jusqu'au format des i parce que là, il y a par exemple une perte de la vue totale et qu'on a besoin d'outils plus spécialisés. Mais tout ce bouquet-là d'accessibilité aide vraiment chacun à avoir quelque chose d'acceptable. La facture d'hydro, si elle est lue par Siri, peut-être que c'est correct. Oui. Mais on revient... Peut-être que si la voix est un peu, puis qu'elle bute sur certains mots, c'est... Mais on revient à la demande. Exact. Si la personne veut lire sa facture, on est donc dans ce paradoxe-là. Mélanie? Oui, bien, je dirais que c'est le rôle de la bibliothèque pour répondre à la question. C'est vraiment le rôle de la bibliothèque d'accompagner l'usager, puis de lui donner les outils aussi pour être capable de se rendre à lire le livre. L'accompagnement, ça peut être de réduire les obstacles en cours de route pour se rendre jusqu'au livre, de l'accompagner parce qu'il n'y a pas les compétences avec la technologie aussi pour être capable de se rendre à la lecture du livre. Puis ça peut être un accompagnement qui est très, très, très personnalisé, comme ça peut être de s'assurer que nos plateformes sont complètement accessibles aussi. Il y a, si je ne m'abuse, un changement qui s'en vient au service du livre accessible où il n'y aura plus besoin de certificat de handicap, justement, pour aider à répondre à tout le monde, en fait. C'est exact, oui. Donc, de faciliter l'accès. C'est une façon d'enlever des obstacles puis de faciliter l'accès, en fait, aux livres accessibles. Est-ce à dire que tout le monde va pouvoir bénéficier du service du livre adapté? En fait, les critères demeurent les mêmes. Là. C'est plutôt le processus pour pouvoir accéder au service qui va être facilité. Mais reste que selon la loi sur le droit d'auteur, il y a une exception dans la loi sur le droit d'auteur qui nous permet de produire un livre accessible à partir d'un livre imprimé, de faire une copie, en fait, d'un livre accessible, puis de le rendre disponible. Mais la loi permet cette exception-là seulement si le livre est destiné à une personne qui a une déficience visuelle ou perceptuelle ou à quelqu'un qui va qui va produire le document pour une personne qui a une déficience. Donc, la loi est très claire, là. Chloé, tu as commencé à le nommer. Ces lecteurs entravés ont-ils des choix? Ont-ils des livres particuliers qu'ils préfèrent? Est-ce que ça ressemble à la frange, à la diversité de tous les lecteurs? Aussi, on peut déterminer des styles littéraires, des genres, des catégories? Bien, je pense que Mélanie a bien répondu pour ce qui est du SQLA, puis quand les déficiences perceptuelles sont liées à l'âge, c'est clair que le lectorat va lire ce qu'il lirait en papier. Il continue son chemin de lecteur. Il continue son chemin de lecteur, c'est le roman essentiellement. Et sinon, ben, en fait, nous, on n'a pas de données vraiment sur un peu de la même, comme disait Jean-Benoît, on n'a pas de données tant que ça sur la recherche d'une accessibilité. Et je ne sais pas si un jour on le voudra tant que ça, parce que ça serait comme de briser l'idée du universel dans l'accessibilité universelle. C'est-à-dire, dans le fond, est-ce que je veux savoir, moi, les raisons pour lesquelles un usager de prêt numérique ou un élève de Biblius a cherché des livres accessibles? Peut-être parce qu'il en avait envie. Est-ce que je veux stigmatiser la recherche? Je vais probablement le faire parce qu'on adore les statistiques, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut aller chercher? Une chose est sûre, si on parle de prêt numérique, donc qui est le service de prêt des livres numériques dans les bibliothèques publiques, et particulièrement à partir de la pandémie, allez savoir pourquoi, le livre audio s'est vraiment envolé. C'était déjà très, très, très populaire dans le milieu anglo-saxon. Ça retardait un peu dans le milieu francophone,
parce qu'il n'y avait pas tant d'offres. Et là, offre, pandémie, confinement. Et on peut présumer qu'il y a énormément de gens qui, une bonne partie des emprunteurs de livres audio le font parce que c'est une aide à la lecture. De la même façon qu'on a quand même énormément de commentaires sur la possibilité de grossir le caractère, justement de jouer avec les contrastes. Quand ça ne fonctionne pas, on a des commentaires. Donc, clairement, les gens utilisent ça. Je présumerais que sinon, leur prédilection de lecture est assez semblable. De la même façon qu'on sait que le portrait du lecteur numérique est assez semblable à celui du lecteur imprimé, le lecteur accessible est semblable au lecteur numérique et au lecteur imprimé. Ça serait... Un portrait similaire. Un portrait assez similaire, oui, effectivement. Je reviens quand même sur ce que tu as dit. Bien sûr que c'est génial éthiquement de ne pas chercher à savoir quelles fonctionnalités sont utilisées et de toutes les offrir. Mais mon cœur balance aussi vers les éditeurs qui, pour l'instant, rushent un peu tout de même à comprendre comment faire le livre accessible et à le rentrer dans leur petite ou moyenne entreprise, à trouver le temps et les ressources pour le faire. Est-ce que ça aiderait de savoir qu'est-ce qui est utilisé davantage? Est-ce qu'on pourrait prioriser ou c'est une fausse bonne idée, Nicolas? Honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait qu'on se pose la question, mais c'est sûr que on va déjà regarder par rapport au type d'ouvrage qu'on publie, puis déjà le type d'ouvrage va nous aiguiller vers le type d'adaptation qu'on va être capable de faire. Déjà là... Donne-moi donc un exemple concret. Bien, juste le fait de faire un album jeunesse, on est limité dans les types d'adaptation qu'on peut faire. Donc, d'emblée, on va se limiter dans certaines choses. Oui, on parle du livre audio, on l'a testé. Oui, c'est intéressant, mais c'est pas rentable. C'est pas... On va probablement en refaire, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, on a eu des aides financières, c'était génial, on a testé, on a apprécié, nos créateurs étaient contents, on est content du résultat. On aimerait poursuivre, mais on va peut-être mettre l'énergie ailleurs sur des choses où on sait que le résultat et la retombée va être peut-être plus grande et on va toucher un public plus large. Puis on parle de la synthèse vocale, ben, c'est ça aussi. Puis là, il y a les IA qui arrivent, il y a ce questionnement-là aussi. Est-ce qu'on va les utiliser? On ne les utilise pas. Donc, pour l'instant, on n'a pas... Je pense qu'on est encore dans un monde où on essaye, on fait des essais-erreurs. C'est probablement ça qu'on va faire encore quelques années jusqu'à se trouver là où on a du plaisir et là où on peut l'intégrer en fait dans notre chaîne de production, puis aussi la revoir dès le départ. C'est vraiment ça la clé, c'est de se reposer la question dès le départ avec le créateur au moment où il nous amène son manuscrit, vers quelle accessibilité on veut amener le livre et puis l'intégrer dès le départ en fait. Et comment l'auteur, le créateur serait inclus à ce moment-là? À quoi il aurait besoin de commencer à penser déjà pour être prêt dans 2-3 ans? Mais ça peut être tout simplement de l'intégrer quand on fait les EPUB, on fait des textes de remplacement pour les images. Donc, l'auteur pense ou l'illustrateur pense à comment décrire les images? Ben, c'est ça, c'est soit de les associer, soit nous, pour l'instant, on a décidé de créer ces textes-là à l'interne, pour justement aussi, on est allé chercher l'information, comment les produire, de s'assurer qu'on est sur un style littéraire très neutre, qui ne soit pas similaire au texte papier, au récit, pour justement faire une différenciation, décider quels sont les éléments qui sont pertinents aussi dans l'image. Puis c'est d'amener aussi, par exemple, avec l'illustrateur, est-ce que l'image peut vivre sans le texte? Est-ce que dans la mise en page, on est obligé d'avoir le texte sur l'image? Donc d'avoir ces réflexions-là pour qu'après, on puisse déconstruire quelque part l'ouvrage aussi si on l'amène vers une version numérique. Donc pour l'instant, on est en réflexion là-dedans, mais c'est sûr qu'éventuellement, dans quelques années, on va être amené à faire ça dès le départ, d'avoir ces réflexions-là. Puis c'est important d'amener les créateurs à réfléchir à ça dès qu'ils produisent aussi. Parce que s'ils sont inclus dès le début de la chaîne, ça va être beaucoup plus facile aussi. J'aimerais commencer à ouvrir la parole vers vous si vous avez des questions puis que vous voulez profiter de l'expérience de nos panélistes ou nous faire part de vos idées. Vous êtes plus que bienvenus. Vous vous avancez au micro puis on partage la parole. Jean-Benoît, des outils comme le robot lecteur, est-ce que ça peut aider l'accessibilité ou c'est complètement autre chose? Puis parle-nous un tout petit peu du robot lecteur rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Je suis certain que plusieurs d'entre vous ont entendu parler du projet Tami dans différentes conférences au fil du temps. Puis le robot lecteur, c'est un peu la queue de la comète de ce projet-là, de cette collaboration-là qu'on a eue avec Christian Roy.
Et c'est donc, dans l'analyse sémantique, le robot, ou en fait, l'outil est lancé dans une analyse du texte et découvre les entités qui reviennent le plus fréquemment dans le texte, qui ne sont pas nécessairement mentionnées sur la C4 ou dans le résumé du livre. Et donc, pour l'utilisateur, maintenant, c'est très convivial. Il y a le robot, on tape le mot qu'on a en tête, qu'on veut chercher, qui ne sortirait pas nécessairement dans un moteur de recherche classique. Et là, le robot se lance et fait ressortir les livres qui ont cette entité-là dans les plus mentionnés. Et je ne vois pas de lien ce matin avec l'accessibilité, mais la question est quand même intéressante parce que c'est un projet. Vous savez, le réseau des libraires, comme je disais tout à l'heure, les libraires ont pignon sur rue, mais on est dans ce genre de projets-là qui sont aussi de la recherche et développement. Et je comprends ta question. On ne sait pas jusqu'où ces choses-là nous mèneront. Présentement, il n'y en a pas, mais c'est une très bonne question, puis c'est une piste également. Bien, je pense que je te la pose parce que je m'interroge aussi à savoir si, dans certains cas, l'utilisation du livre accessible peut mener, particulièrement en éducation et avec les enfants, peut mener aux livres traditionnels. Donc, est-ce que, dans certains cas, et est-ce qu'à ce moment-là, même, ce n'est pas souhaitable? Bien sûr, il y aura des allers-retours dans toutes les directions. Il y a des gens qui vont avoir des accidents et qui vont aller vers le livre accessible. Mais présentement, il me semble qu'il y a encore une marche qui manque entre les deux. Et cette marche-là, dans ma vision de la lecture, c'est non seulement les outils de lecture, mais c'est aussi la connaissance de la littérature, comment choisir des livres, souvent quand on... Et corrigez-moi si je dis une bêtise, mais souvent quand on parle du lecteur entravé, sauf pour les gens qui perdent la vue en fin de vie, ou proche de la vie, qui perdent la vue avec la vie, on parle de gens qui connaissent à ce moment-là bien la littérature puis qui peuvent faire leur choix. Mais ces lecteurs qui sont en train d'apprendre à lire, est-ce qu'on peut les accrocher comme grands lecteurs? Grands lecteurs de livres accessibles ou grands lecteurs de livres papier? Quel serait ce passage-là? Et j'imagine toujours les libraires à aider dans ça. Bien, en fait, je compléterais sur le robot lecteur. Cet été, on s'est amusé. Puis Ariane est ici dans mon équipe. Et quand il y avait eu le concert des Cowboys fringants sur les plaines d'Abraham, on s'est mis à chercher quel livre. Le périmètre, ce sont des livres québécois présentement et franco-canadiens. Et on cherchait tous les livres où il était fait mention des Cowboys fringants. Bon, quand il y a eu le phénomène Barbie, etc., on est capable d'aller fouiller dans les livres. C'est un travail qu'un être humain prendrait un temps fou à faire, que le robot fait. Et ces jours-ci, nos libraires s'approprient cet outil-là et font des sélections thématiques sur le web à partir des thèmes qui les passionnent et sur lesquels ils ont lancé le robot lecteur. Donc oui, c'est une question de découvrabilité. Le robot lecteur est là pour ça. Chloé, tu avais envie? Oui, vas-y. Oui. Bien, j'allais dire, en fait, ce genre de technologie vient, tu as mentionné les libraires. Ta question, en fait, la réponse, c'est les humains. C'est à la fois les bibliothécaires, les libraires, les enseignants, les psychoéducateurs, tout le monde qui accompagne, si on parle des jeunes, mais aussi des lecteurs en bibliothèque. C'est les personnes qui vont être capables d'utiliser ces outils-là pour venir les offrir. Donc, on parlait de l'offre. C'est pas juste d'offrir un livre qui a des outils d'accessibilité, c'est d'offrir des humains qui viennent dire... Regarde, j'ai pas ton livre en braille, mais j'ai ça qui pourrait peut-être rencontrer ton besoin de connaissances ou de culture et c'est pour ça que j'ai parlé quand même beaucoup de Biblius parce que au fond, en ce moment, c'est déployé dans presque la totalité des écoles primaires et secondaires, cet accès-là. Les outils d'accessibilité sont quand même accrus parce que c'était un besoin du milieu de toute façon. Et ça va devenir de plus en plus, ça commence, on a quelques années, mais ça va devenir de plus en plus un réflexe pour les enfants qui seront passés à l'école et qui auront utilisé Biblius de savoir que l'accessibilité existe, qu'elle prend plusieurs formes, que des fois, c'est le lecteur qui offre plusieurs voix, que des fois, c'est le document lui-même avec de la description, que des fois, même, c'est nos super livres Frog avec là, des outils de super... C'est quoi le Frog? Oh là là, c'est merveilleux! Là, ça, c'est le livre super accessible. Ce sont des livres qui sont vraiment conçus
avec de la haute accessibilité. Quelques exemples, ça peut être d'avoir des phrases qui alternent de couleurs pour aider la progression de lecture. Ça peut être les voyelles qui ressortent pour l'apprentissage, justement, des phonèmes pour ne pas écrire bateau haut. Bon, des choses comme ça. Le niveau de synthèse vocale est vraiment augmenté et toute la navigation est faite pour une plus haute accessibilité. On parle là de livres vraiment pour le public scolaire en ce moment. Mais alors, c'est ça, des enfants qui vont avoir été familiarisés avec ça, y compris des enfants qui n'ont aucun besoin particulier, mais qui ont vu leur ami à côté en disant « Ah, toi, tu ne le lis pas de la même façon que moi, je le lis. » Déjà, il y a moins de stigmatisation de cet enfant-là parce qu'ils sont sur le même outil. Mais donc, si ça devient comme naturel, ça va rester naturel toute la vie. Mais pour ça, effectivement, après ça, c'est les humains. Et ça, on sait que c'est rare qu'on finance les humains. Ben, moi, j'ajouterais là, que vraiment, c'est un travail d'équipe. Donner le goût à la lecture à des jeunes, c'est un travail d'équipe entre le bibliothécaire, les écoles. Et les éditeurs ont un rôle à jouer aussi. Donc, tout le monde, les plateformes, il faut s'assurer que nos plateformes sont accessibles. Puis notre rôle, ben, c'est de réduire les obstacles. Un enfant qui a des difficultés de lecture, si on n'enlève pas les différents obstacles, si on ne donne pas les outils pour faciliter la lecture, ben, il y a des chances qu'il abandonne en cours de route. Donc, je pense que c'est un rôle qu'on a tous à jouer. Même chose pour démocratiser l'accès à la lecture. Ben, je pense que tout le monde autour de la table ici, on a un rôle à jouer pour s'assurer de produire des documents qui ont des fonctions d'accessibilité, de travailler ensemble aussi. On le fait déjà. On est déjà beaucoup en réseau, là, que ce soit les libraires, les éditeurs, les bibliothèques. Il y a Biblius. Donc, c'est un travail d'équipe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'était une main levée? Non? Il faut que vous vous leviez plus parce qu'on a les spots dans les yeux. Qu'est-ce qui manque pour faciliter le transfert vers l'accessibilité pour chacun de vous? Qu'est-ce qui vous aiderait? Oh, Nicolas, il vient de faire une grosse expiration. Ça a fait « ouh ». À 2 niveaux de la formation. Je pense que ça va être beaucoup de formation, continuer les échanges de discussion avec les différents partenaires pour savoir les besoins réels sur le marché, mais d'être formé aussi bien le graphiste que nos équipes à l'interne. Puis après ça, ben, c'est plate, mais de l'argent. De l'information et des sous. Oui, je peux rebondir là-dessus. Enfin, Oui, bien, je vais c'est tous vous le demander. Qu'est-ce qui vous manque? Mais juste donner des sous en disant « Allez, rends ce document accessible ». Non, c'est sûr. Pas ponctuel. Tu disais des ressources. Moi, on dit on se parle tous. On le fait déjà, mais avoir vraiment comme les sous, les humains, pour continuer à mettre cette colle et cette huile et de s'assurer que la formation, ce n'est pas un truc ponctuel. Ah oui, on vous forme à l'accessibilité, ça dure 2 mois, après ça, c'est fini. C'est toujours ça qui est un peu difficile à voir comme vraiment des ressources dédiées qui réfléchissent à ça et qui suivent et qui font le pont en disant « Oh, savais-tu que maintenant, sur les libraires, les métadonnées sont affichées? Peut-être qu'on peut les transférer. » Une espèce de bureau d'aide. Bureau d'aide, c'est bien, j'aime ça. Ben, si je peux me permettre, au niveau de la formation, je dirais aussi c'est une communication auprès du grand public, parce que tu le mentionnais tantôt, que le lecteur qui n'a pas de problème va voir que l'enfant à côté utilise telle application. Mais si en fait, le lecteur ne sait pas que ça existe, plus tard, quand il va être rendu à avoir besoin, il ne va pas se poser la question, tandis que si on le sait dès le départ que ça existe, puis ça, c'est de former aussi bien effectivement les libraires qui vont pouvoir donner de l'information, les enseignants, puis éduquer tout le monde sur les différentes formes d'accessibilité, puis où les trouver. Ça va vraiment aider pour justement enlever ce sentiment-là de stigmatiser un élève ou un lecteur quelconque, mais juste dire, ben, ça, c'est une panoplie d'ouvrages disponibles dans différentes formes, puis vous les utilisez comme vous voulez, la version papier, la version audio, numérique. Et qu'importe ce qui vous pousse à l'utiliser. Oui, oui, exactement. Mélanie, qu'est-ce qui manque? Bien, je dirais qu'il y a beaucoup de travail déjà qui a été fait quand même, il faut se le dire, puis on travaille bien ensemble, mais il faut qu'on outille en fait tout le monde dans la chaîne du livre, on part de l'éditeur
au lecteur, en fait, que le lecteur passe par un libraire ou que le lecteur passe par une bibliothèque, puis de s'assurer que les métadonnées suivent aussi à partir de l'éditeur jusqu'à la bibliothèque, jusqu'au libraire, c'est déjà le cas, pour qu'on puisse vraiment être informé sur ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas, parce que le livre ne nous le dit pas, je suis accessible. Ça prend quelqu'un qui va déterminer le niveau d'accessibilité d'un document. Donc, je pense que ça nous prend encore un peu de temps, mais il faut poursuivre le travail qui a été amorcé. Et ça fait le lien avec ce que Nicolas disait aussi, qu'on ne perde pas de lecteurs en chemin s'il y a des handicaps qui se rajoutent, dès que les gens n'aient même pas le temps de se dire « Tiens, je suis plus capable de lire », mais se disent plutôt « Tiens, j'ai besoin d'aide maintenant parce que… » et qu'ils puissent aller chercher. Jean-Benoît, Mais dans quel les besoin? connaissances qu'il nous faut, je tiens à dire que l'ANEL a mis en place une table de concertation où on se retrouve tous. Et nous, on est plus je dirais, dans le quotidien là, de la vente, etc. Donc, on a beaucoup appris au contact de Mélanie puis de Biblio Presto également. Puis je tiens à dire, je pense que c'est important ce matin aussi qu'on souligne la force du modèle québécois. Parce que la mission de Biblio Presto, le succès époustouflant de Prêt numérique, puis maintenant de Biblius, qu'on a entendu pendant des années, c'est un succès qui fait l'envie de plusieurs marchés. Et on est soutenu ici. On a parlé du Fonds du livre ce matin, de la SODEC, le ministère de la Culture. Donc, je pense que ça vaut la peine ce matin de prendre le temps de célébrer le modèle québécois. En terminant, est-ce qu'il y a une question? Ah, merci! Merci, groupe. Allez-y. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, si, avec le micro. Bon. 1, 2. Il n'y a plus de jus. En forte voix? On peut essayer? Oui. En langue des signes. Vous entendre là, merci. Donc vous entendre me renforce en tout cas dans ce que je fais. J'entends le fait qu'il faut laisser de côté parce qu'il faut partir sur quelque chose qui fonctionne déjà. Rendre le livre accessible, c'est un engagement citoyen. C'est-à-dire que je crois que notre plus grand lectorat en tant qu'éditeur, c'est celui qui ne sait pas lire et celui qui ne sait plus lire. Et il faut aller les chercher. Donc effectivement, ça a un coût. Il faut toujours aller chercher des subventions et voir comment ça fonctionne. Il faut effectivement cabécher pour savoir comment, sur la littérature de jeunesse, on remplace les images par le son, parce que ça, c'est possible. Mais encore une fois, il ne faut pas être frileux de rendre le livre accessible. Et il faut absolument donner le choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se limiter à se dire je vais faire une étude et regarder ce qu'il se vend le plus. Ça voudrait dire qu'on limite le public empêché à un type de lecture. Sauf qu'aujourd'hui, sur notre application, on a des essais, des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre, de la littérature de jeunesse, de l'érotisme. Tout se vend. Parce qu'à partir du moment où il y a le choix, les gens vont y aller. Aujourd'hui, la Guadeloupe, en tout cas la zone Caraïbe, puisque je suis la seule maison d'édition sur toute la zone Caraïbe, on a un retard sur le livre audio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura 1 livre sur 10 qui sortira en livre audio, alors que l'idéal, ça serait 1 livre sur 2, pour permettre au public empêché d'avoir le choix. Et c'est en donnant le choix qu'on a de la rentabilité. Voilà, c'était juste ma remarque. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, là, il y a la question du choix. Là, quand je parlais de 90% des documents qui ne sont pas disponibles en format accessible, c'est quand même pas rien. Mais il y a aussi la question d'avoir accès à un document en même temps que tout le monde aussi. Donc, quand il y a un livre populaire qui sort, une personne qui a une déficience visuelle importante puis qui attend d'avoir le format Braille ou le format DAISY, elle ne pourra pas le lire en même temps que tout le monde, probablement. Donc, ça aussi, c'est important. Il y avait hier à l'Institut Nazareth et Louis Braille 4 Éric Chacour et 5 biographies de Clémence Desrochers qui attendaient de partir. Pour conclure, un livre accessible ou un audiolivre que vous avez utilisé, que vous avez aimé, est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous avez eu une bonne expérience autour de la table? Ha ha! Dans le livre audio, personnellement, c'est-à-dire, oui, moi j'ai découvert, j'ai
Le dernier livre audio que j'ai écouté, c'est d'India Desjardins, Mr. Big ou Mr. Ouais. Puis honnêtement, je l'ai aimé en audio, je l'aurais pas lu. Non, mais c'est ça, je me suis rendu compte que c'est un livre que je n'aurais pas lu en papier, mais qu'en audio, au contraire, j'ai beaucoup plus apprécié. Parce que par rapport à la forme que India écrit, je trouvais que c'était beaucoup plus proche du podcast. Et dans ce cas-là, l'audio m'a permis d'apprécier l'ouvrage qu'en papier, malheureusement, je n'aurais pas fait. Mais j'ai eu l'inverse aussi avec le passeur de... je me souviens plus, un livre, un roman jeunesse, ado français, qui dure genre 4 heures ou... Non, c'était 11 heures le premier tome. Puis j'ai arrêté au bout de 2 heures parce que en lecture papier, j'aurais lu en diagonale certains passages, ce qu'en audio, je ne peux pas faire. Donc, ça dépend, mais en audio, j'ai eu des belles expériences. Mais même comme lecteur, un choix aide à lire plus. Exactement. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Autour de cette table, on avait Nicolas Trost des 400 coups, Chloé Barry de Bibliopresto Biblius, Mélanie Dumas, BANQ Grande Bibliothèque, Jean-Benoît Dumais, Les Libraires. Je vous rappelle que l'événement est organisé par l'ANEL et le Salon du Livre, que l'ANEL tient à remercier l'appui financier du Fonds du Livre du Canada. Dans 15 minutes, traduction et édition, tisser des liens pour captiver de nouveaux lecteurs. Je m'appelle Catherine Lalonde, je suis journaliste au Devoir. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.